pour être sûr. Là, c'est 2-3 petits fignolages. Le temps de lancer le live et de pouvoir interviewer mon cher Loïc Moncani. Yes. Les petits derniers réglages. On partage. Et ensuite, on y va. Eh ben écoute, il faut juste que je sois sûr. Ouais, c'est tout bon. Alors du coup, je vais juste partager rapidement. Et si vous écoutez, n'hésitez pas à partager aussi. On va surtout présenter le parcours de Loïc, expatrié et installé à Malte, qui a lancé son agence digitale et qui va nous expliquer un petit peu toutes les coulisses, comment ça marche, etc. Donc, du coup, n'hésitez pas à partager tout ça, surtout si vous avez des gens dans vos contacts qui seraient intéressés pour développer ce type de business ou encore un business sur Internet. Tout ça, ce sera tout à fait opportun. Alors, juste, je finis deux, trois fignolages pour être sûr que tout fonctionne bien. Un petit dernier partage et on est tout bon. Allez, tac, tac. Ok. Je pense qu'on est bon. Fignolage. Ça m'a l'air pas mal. Est-ce que tu peux mettre ton casque, Loïc, ou des écouteurs comme ça? J'ai pas le retour de son, si c'est possible. Attends, non, j'en ai pas qui fonctionne actuellement. Eh Mais bien, là, ça va mieux. ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Là, ça va aller mieux. Bon, ben, je crois qu'on est tout bon. Je crois qu'on Ouais. est tout bon. Je crois que c'est parti. C'est le top. Donc, bah, écoute, bienvenue, mon cher Loïc, sur ma page, sur ma Bien, merci. chaîne, sur Merci de partout. m'accueillir sur le web, sur tous tes Exactement. réseaux. Sur Et le c'est monde déjà avoir entier. un petit live avec toi pour qu'on puisse discuter un petit peu de plein de sujets. Et voilà. Exactement. Bah, moi, ce que je te propose, c'est que, bah, vu que tu es mon invité, je te pose quelques questions. Et puis, bah, voilà, dans l'idée un petit peu que tu nous partages ton parcours, que tu nous expliques un petit peu bah, ce que tu fais, comment t'en es arrivé là, et surtout, et c'est ça vraiment qui va être intéressant tout au fil du live, et d'où l'intérêt d'y rester sur la durée et jusqu'au bout, c'est que tu vas nous expliquer un petit peu et nous donner deux, trois tips, conseils pour bah, voilà, pouvoir développer son affaire comme tu le fais, et bah, pour toutes les personnes voilà, qui veulent un petit peu se lancer et passer un petit peu le pas et arrêter de toujours un petit peu rester en arrière et regarder les autres faire sans vraiment passer à l'action. Donc, ça te va comme ça? Ouais, ça me va très bien. Allez, super. Bah, du coup, bah, écoute, on va commencer simplement, quoi. Qui tu es, d'où tu viens, un petit peu ton parcours. Et si tu veux bien, on essaie de boucler le live en quoi? 45 minutes, 1 heure pour un peu Ouais. prévenir les gens. Et histoire que ce soit pas trop long, hyper condensé, maximum de contenu, maximum de valeur. OK? Maximum de valeur surtout. Magnifique. Du coup, je m'appelle Loïc Moncani, je travaille dans le web. En fait, je suis entrepreneur dans le web. J'ai 10 ans d'expérience. Ça fait depuis que j'ai 17-18 ans en fait que je fais des bidouilles, je fais des sites internet, des logos. J'ai commencé comme designer. Ensuite, je suis passé sur du développement pour faire un petit peu de code. J'ai fait une espèce de formation un peu à la carte parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, ça n'existait pas trop ces métiers-là. Ça existait, mais par exemple, pour faire web designer ou créateur de site internet, il fallait faire un bac art appliqué et ensuite un BTS communication visuelle. Moi, du coup, je me suis fait un petit peu ma formation à la carte. J'ai fait une seconde, un CAP d'infographie, ensuite un bac pro de communication graphique pour passer ensuite dans un DUT de services et réseaux de communication. Et tout en parallèle de ces études-là, en fait, je faisais déjà à mon compte, en autodidacte, en fait, des sites internet, des logos pour des clients. Voilà un petit Excellent. peu. Et surtout, ben, du coup, je viens du sud, je viens du Lot, pas le Lot-et-Garonne, je viens du Lot, le 46. Et ensuite, j'ai pas mal vécu à Toulouse et surtout à Bordeaux, en fait, là où on s'est rencontrés d'ailleurs, Yes. euh, et là où on a partagé une aventure entrepreneuriale.
Exact. Et donc du coup, donc super, donc autodidacte, donc tu t'es un peu formé tout seul à tous ces métiers du web et tout, et du coup au début, donc tu as développé donc tu dis des compétences en design, création de site internet. Comment t'as fait? Mais tout simplement, en fait, j'ai su dès que j'avais 14-15 ans que j'étais un passionné de l'informatique et j'ai découvert aussi tout ce qui est réseau, jeux en réseau, les premiers ordi, le modem, enfin, la connexion Internet avec le petit bout YouTube, des modems. Donc, c'est là que j'ai commencé à baigner dans l'univers de l'informatique et il se trouve que, comme beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans l'informatique ou dans le web, mais j'avais un clan sur des jeux en réseau. En l'occurrence, c'était sur Halo PC, Yes. euh, et sur Lineage aussi. Et du coup, ben, j'avais une espèce de team, une espèce d'équipe en ligne, un clan, pour qui ben, on avait un forum et je faisais des bannières pour chaque clan, je faisais des logos pour chaque perso et tout ça. Donc, c'est Ok. parti de là, et puis petit à petit, ça a évolué vers quelque chose de plus professionnel. Excellent. Excellent. Et donc du J'étais coup, donc ça, bénévole aussi, pardon, j'étais bénévole aussi pour une asso qui faisait de l'hébergement en ligne, un des premiers hébergeurs. ok. Ouais. Genre, c'est quoi un hébergeur? C'est comme OVH par exemple? Comme OVH, en gros, c'était une association qui avait des serveurs et qui proposait de l'hébergement gratuit pour les sites internet. Et du D'accord. coup, j'étais là-dedans et je faisais du graphisme pour eux. D'ailleurs, maintenant, qui est devenue une société qui s'appelle Yulpa et qui font un très bel hébergement. Mais j'étais là au tout début quand quand c'était une association, que j'avais 15 ans, que j'aidais à faire des petits trucs de graphisme. D'accord, ok, excellent. Et, euh, et donc du coup, bah, ça c'était première expérience, mais du coup peut-être que tu te rémunérais déjà à l'époque ou c'était vraiment comme ça pour le plaisir et tu faisais ça aux personnes autour de toi que tu rencontrais ou dans les jeux, etc. Mais du coup, en fait, il y avait des fois où c'était rémunéré, où c'était par le bouche à oreille. Mais là où j'ai le plus appris, en fait, c'est par moi-même et sans rémunération, en fait. Pendant des années, j'ai été bénévole, j'ai fait des trucs pour le fun, juste pour moi. Et des fois, d'ailleurs, ça me manque ce temps-là où justement tu kiffes tellement que tu es passionné et du coup tu vas passer des heures sur un truc comme tu pourrais passer des heures sur un jeu vidéo, mais tu vas passer des heures dessus et tu vas pas avoir le temps passé, genre sur Photoshop quand tu vas commencer à faire des trucs, quand tu commences à faire un petit peu du business en ligne, ou même juste créer des sites. C'est vachement passionnant, du copywriting, du contenu, des séquences email quand tu commences et que tu connais pas. Mais tu apprends par toi-même, tu galères et tu y arrives au bout d'un moment. Ouais, c'est cool, c'est clair. Et c'est vrai que cet aspect un petit peu autodidacte, je pense que c'est vraiment clairement une valeur et quelque chose à intégrer dans son cerveau que c'est un peu une nécessité, voire une obligation aujourd'hui pour faire un petit peu la différence sur son marché. C'est vraiment réussir à capter les bonnes informations au bon endroit pour justement développer des nouvelles compétences, développer des nouvelles expertises et pas attendre que les choses se passent et au contraire être un peu proactif, quoi. Ouais, c'est Par ça. Et contre, c'est surtout que, au-delà de ça, c'est la curiosité, en fait, d'aller chercher. bien sûr. Bien sûr. Et donc, du coup, toi qui as testé, du coup, tu as fait plein de choses. Tu sais faire de la création de site internet, tu sais faire du design, tu sais faire du front-end, tu sais faire du back-end pour ceux qui parlent un petit peu plus le langage. Tu sais développer ça sur des CMS, des programmes comme WordPress et j'en passe. Super. Tu sais faire aussi du marketing digital, des tunnels de vente, enfin tout ce qui est dans l'aspect marketing-vente. Mais aujourd'hui, pour toi, vu ton expérience, et j'imagine que tu as peut-être un petit peu recadré tes services maintenant avec l'expérience et les années qui ont passé, mais pour toi, quelle est la compétence la plus recherchée donc dans le métier du digital? Quand tu vois au niveau de tes clients, au niveau des demandes que tu peux avoir, par exemple, diverses et variées, ou les demandes qu'on peut trouver sur Internet, etc. Et du coup, alors, mais je vais continuer sur la présentation justement pour en venir à ces compétences qui sont aujourd'hui utiles. En fait, suite à ces années d'expérience de freelance, donc à travailler tout seul dans mon coin pour des clients, j'ai décidé en fait, il y a 3 ans, de décider de laisser toute ma vie à Bordeaux et de partir voyager en tant que entre guillemets digital nomade, tout simplement personne qui bosse sur son ordinateur tout en travaillant et tout en voyageant, enfin tout en voyageant pardon. Et suite à ça en fait, en ayant
vécu et voyagé dans différents pays, je me suis rendu compte que à plusieurs, de travailler à plusieurs, c'était plus marrant et puis ça permettait d'obtenir et de faire beaucoup plus de choses et que j'étais un petit peu fermé dans mon domaine de compétences. Je faisais toujours la même chose. Et donc, Ok. c'est pour ça qu'en fait, quand je suis revenu à Malte, maintenant, j'habite à Malte, je me suis associé avec quelqu'un qui est spécialiste du contenu et du référencement parce que je trouve que c'est une compétence qui est aujourd'hui primordiale Ok. sur Internet, tout business en ligne. Il faut de la création de contenu de qualité, du référencement de qualité, du copywriting et des ventes. Donc pour moi, si j'avais deux compétences vraiment utiles à donner, c'est le contenu et la vente. Et donc du coup, donc toi tu parles de vente via le copywriting. Alors le copywriting, pour ceux qui savent pas, c'est l'art et la compétence de savoir écrire correctement des pages de vente. Donc quand vous arrivez par exemple sur une présentation d'un produit, eh ben la façon dont c'est écrit, la façon dont c'est présenté, qu'il y ait des images, qu'il n'y ait pas d'images, etc. Eh ben que ce soit placé à gauche, soit placé à droite, ce qui a écrit, etc. C'est ça ce qu'on appelle le copywriting et qui fait que vous allez, oui ou non, passer à l'étape suivante, c'est-à-dire le bon d'achat ou non. Donc, du coup, ça, c'est l'art de la vente via le copywriting, c'est exceptionnel. Mais par exemple, quand tu me parles de SEO et de contenu, on est d'accord qu'on est dans une époque où c'est que du contenu, que si tu fais pas de contenu, clairement, tu es invisible. Hein. Et là, je ne parle uniquement que pour les personnes qui veulent se développer via les réseaux d'Internet, etc. Hein. Ok, super, on veut se développer, on veut faire du contenu, mais tu parlais de SEO. SEO, pour ceux qui ne savent pas, référencement naturel. En gros, comment faire pour arriver en début de page dans les résultats de recherche de Google en fonction des mots-clés de son domaine et sa thématique. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec la quantité de contenu qu'on peut trouver sur Internet, le référencement naturel est encore assez puissant? Oui, complètement. Complètement. Je pense que c'est encore assez puissant et c'est toute une histoire de vision en fait. C'est facile d'être visible pendant une heure en payant de la pub. Par contre, c'est pas facile d'être visible sur le long terme, sur 2 ans, 4 ans, 5 ans, d'établir une autorité en fait. Et c'est surtout le mot qui est important là-dedans, je pense, c'est l'autorité. Et du référencement naturel, ça donne de l'autorité. Alors qu'une pub, ça donne pas forcément d'autorité. D'accord. C'est vrai. C'est vrai que ça, la publicité, elle va te permettre à un instant T de. Mais par exemple, on va prendre un exemple. Imaginons un cas pratique. J'ai quelque chose à promouvoir, donc une identité, un produit ou un service à travers ma marque. J'ai deux possibilités. Je fais soit du SEO, donc c'est-à-dire du référencement naturel sur la longue traîne, pour justement me créer une autorité, donc dans mon domaine, peu importe. Par exemple, imaginons des produits de beauté. Et j'ai la deuxième possibilité, je dois vendre vite, donc j'ai pas spécialement le temps d'attendre d'être en premier référencement et je fais une publicité. La publicité, est-ce que tu penses qu'elle peut aussi permettre de créer de l'autorité dans le sens où de la publicité, je vais faire la découverte du site et donc du coup, ben, ça met peut-être en avant mon site en référencement naturel et donc ça me crée une certaine autorité? Ou tu Alors, penses que c'est pas du tout la bonne technique aujourd'hui? ben, en fait, je pense que c'est utile de faire des publications sponsorisées et de payer pour avoir du trafic. Mais si derrière, on n'a pas de contenu suffisamment qualitatif et qui apporte de la valeur, ça sert pas à grand-chose parce que les gens vont aller sur un tunnel de vente, une landing page qui est pas orientée ou qui est pas optimisée pour faire des conversions, qui est vide en fait, genre acheter ceci, c'est bien. Mais en gros, oui, les gens auront cliqué, on aura dépensé des sous, mais derrière, en termes de fonds, il y aura pas grand-chose, donc les gens vont pas acheter et ou vont pas consommer d'informations qu'il y a sur le site internet. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est complémentaire, mais voilà, le SEO, enfin, le référencement naturel, c'est un travail de fond qui a des répercussions sur le temps. Et du référencement payant, c'est vraiment quelque chose qui peut être utile à court terme et qui peut générer beaucoup de ventes. Mais après, c'est vite oublié. Et donc du coup, en gros, pour toi, c'est bien de faire un mix des deux. Ouais, c'est bien de faire un mix des deux. Et aussi, par exemple, ce qu'on a à l'agence,
beaucoup en termes de clients et de projets, c'est la création de landing page. En anglais, on dit CRO, Conversion Rate Optimization. Donc, ça veut dire des landing pages optimisées pour augmenter le taux de conversion. Donc, c'est vraiment ce sur quoi on bosse. Par exemple, nous, c'est beaucoup le copywriting, c'est-à-dire le texte qui va aller dans la landing page, les call to action, comment on va passer d'une étape à une autre, qu'est-ce qui va vraiment faire que la personne va souscrire ou va acheter un produit. Du coup, c'est vraiment ça sur lequel on bosse. Et le message de la publication payante qu'on peut faire, ça va être le même au final. Donc, c'est un peu en lien. Et donc du coup, donc toi tu dis voilà bah, que vous proposez à vos clients donc du coup de faire donc du copywriting, donc d'améliorer leur page de vente pour améliorer leur conversion. Mais aujourd'hui, imaginons que quelqu'un nous regarde et qu'il se dise bah écoute moi c'est une compétence, je me sens capable, j'aime bien écrire, ça me parle, je comprends les tunnels de vente, je comprends un petit peu le principe de la vente sur internet, etc. J'aimerais bien apprendre le copywriting. Pour toi aujourd'hui, ce serait quoi le conseil que tu aurais à donner à des gens qui ont envie de se former sur le copywriting et la manière donc de vendre sur internet, qui est quand même si elle est similaire, assez différente de la vente en direct de manière générale dans la vie de tous les jours? Alors, tu veux le conseil genre Comment cash je me ou tu veux ouais, le conseil en mode les bisounours. Non, le cash. le cash? Ben, il va falloir se prendre des portes dans la gueule. En gros, il y a ceux qui vont, ben, comme certains peut-être qui nous regardent, ou vont passer leur temps à regarder des vidéos YouTube, être dans 3 millions de groupes sur comment gagner de l'argent en ligne, sur comment hacker, faire du growth hacking, comment faire telle technique qui te rapporte 3 euros par jour. En gros, oubliez tout ça. C'est intéressant, il faut se renseigner, il faut regarder des formations sur YouTube et même sur d'autres plateformes. Il faut être prêt à payer des formations parce que c'est souvent les formations qu'on paye qui ont le plus de valeur. En gros, les gens, ils vous montrent ça et puis en fait, dans les formations, il y a vraiment beaucoup plus de valeur. Et après, tout simplement, c'est apprendre par soi-même, aller sur des sites internet. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources. On n'imagine même pas des ressources qui sont gratuites en fait. Il y a des choses de fou partout à apprendre. Apprendre Photoshop en 1 heure, c'est fait sur Photoshop, c'est gratos. Il y a il y a plein de choses, mais le problème c'est qu'il faut le mettre en place tout ça. Il faut le faire. Et quand on n'a pas suffisamment les compétences pour le faire pour quelqu'un, alors il faut le faire pour soi-même. Et du coup, c'est l'occasion de développer son propre business, sa propre activité, euh, en expérimentant les choses en fait. Et donc du coup, par exemple, donc là, toi, tu dis qu'en gros, pour si par exemple j'ai envie de me former au référencement naturel, au copywriting, peu importe, l'un ou l'autre, parce que c'est ce que tu considères toi comme les plus importants aujourd'hui et les plus demandés en l'occurrence. Est-ce que toi tu penses, donc toi c'est formation payante. Ça c'est pour toi, c'est comme ça que tu vas aller le plus vite et que tu auras les meilleurs résultats. Euh, non, il y a deux options en fait. Il y a la possibilité de faire des formations payantes, ça peut donner des raccourcis, mais avant tout, la première chose, c'est l'expérience en fait. Et se faire une expérience, ça commence par si on veut devenir des référenceurs ou si on veut créer du contenu, mais ça commence par créer du contenu. Et je suis bien placé pour le dire, c'est que ben, par exemple, il y a 2, 3 ans, et encore maintenant, j'en suis pas à un bon niveau. Moi, le contenu, c'est pas mon truc. Mais par contre, ça m'intéresse. Du coup, j'essaye d'écrire de manière quotidienne. J'essaye d'écrire des choses, mais je sais que je suis pas bon dedans. Et depuis des années, je sais que c'est pas mon truc. Mais par contre, j'aimerais avoir cette compétence. Et ben, j'écris, j'essaye de faire des choses par moi-même. Pour envoyer pour faire des posts sur mes réseaux, pour envoyer des emails aux gens, etc. Et je le fais, et des fois, au début, ben, j'étais mauvais, et maintenant, ça va un peu mieux. Donc du coup, quelqu'un qui veut se lancer par exemple dans le référencement, ce que toi tu aurais tendance à lui dire, c'est ben, soit la formation payante, il apprend, c'est rapide, etc. et il se forme. Donc pour les formations payantes, ou trouver des formations payantes, vous allez sur Google, formation, copywriting, formation, SEO, peu importe, vous en trouverez 50.
faites attention à prendre des trucs qui ont un petit peu de notoriété, peut-être des commentaires ou des trucs comme ça, plutôt que vous lancer n'importe où. Et, euh, et sinon, ben, ce que tu proposes, si je récapitule bien, c'est que ces gens-là, au lieu, ben, ils vont pas trouver des clients tout de suite parce ils sont pas crédibles, qui eux-mêmes commencent à construire des pages de vente, commencent à écrire du contenu, essayent de trouver des thématiques pour justement faire apparaître en premier leurs articles, en premier leur page de vente, etc. En fait, de faire eux-mêmes le travail pour eux. Exactement. Et c'est surtout pour quelque chose qui les font kiffer, en fait. Quelque chose qui, ben, par exemple, tu kiffes monter des palettes, des sofas en palettes dans la vraie vie. Et du coup, tu passes tes après-midi à monter des sofas en palettes, mais le soir, ben, tu as envie d'expérimenter et d'apprendre des compétences sur le web pour pouvoir travailler depuis ton ordinateur. Et pourquoi pas écrire des trucs sur comment on monte un sofa en palette, un guide par exemple. C'est des choses toutes bêtes, mais qui permettent de donner une dimension de jeu et de défi à soi-même et à sa montée en compétence. En gros, le but, c'est pas juste je veux être copywriter parce que c'est tendance et que les entreprises recherchent ce genre de profil. C'est tiens, j'aime bien ça, donc du coup, ben, je vais lier un sujet qui m'intéresse pour expérimenter dessus. Par exemple, quand j'avais 15 ans, ben, apprendre Photoshop, pour moi, c'était fun parce que je faisais des bannières pour les jeux vidéo que je kiffais. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et c'est pas, j'ai appris Photoshop parce que je voulais vendre cette compétence. Ouais, donc toi, pour toi, tu penses qu'il faut quand même qu'il y ait un vrai aspect inspirant derrière et motivant de quelque chose qui t'intéresse et qui t'inspire finalement au fond, quoi. Parce Ouais, que sinon, t'abandonneras avant la fin, quoi. mais ouais, apprendre une compétence juste parce que c'est bien payé, ça marche pas. Ben, Enfin, ça peut peut-être marcher, mais ça sera bien pendant 2 ans, quoi. voilà, c'est ça. Et Après, après, tu auras envie de faire autre chose, quoi. c'est ça. Après, tu as envie de faire autre chose ou quelque chose comme ça. Mais après, ça, c'est un point de vue. Il y a plein de manières et puis les gens sont pas pareils. Il y en a qui ont du mal à apprendre tout seul. Il y en a qui ont du mal à mettre en action et qui ont besoin de gens derrière pour les aider. Et il y en a qui ben, trouvent que acheter des formations, c'est aussi avoir des raccourcis et apprendre un peu mieux. Après, voilà, par exemple, une formation comme j'ai aujourd'hui pour être web designer, pour créer des sites internet et avec l'expérience que j'ai, ben, des fois, j'ai envie de dire à des gens, non, tu ne deviendras pas développeur en 2 mois. Non, tu ne deviendras pas copywriter en une formation qui va durer une semaine. Jamais de la vie, en fait. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre des fois, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, en fait. C'est l'expérience, ça veut tout dire. Et, et on ne peut pas devenir entre guillemets un métier en une formation d'une semaine ou de 2 semaines ou encore moins avec une vidéo YouTube Et ou encore moins quoi? et encore moins avec une vidéo YouTube en fait. Bien Il y sûr, a, exactement. il y a beaucoup de gens qui disent apprenez à devenir si en 3 semaines et Ouais. tu as 3 semaines de programme ou de trucs YouTube. Mais derrière, il n'y a pas la partie expérimentation, il n'y a pas la partie expérience. Et toi, tu t'es capable de le dire aussi, parce qu'on a déjà travaillé avec des développeurs qui ont fait des formations de 2 semaines, 2 mois, pardon, pour devenir développeurs. Et quand on les a eus et qui travaillaient avec nous, ça fonctionnait pas. Bien sûr. Non, non, c'est sûr, et c'est très intéressant. C'est très intéressant ce point-là. Parce que, comme tu dis, on peut apprendre toutes les compétences du monde si on les met pas en application et on se prend pas des bâtons dans les roues, qu'on voit pas les difficultés qu'on n'aurait pas vues dans la partie théorique, on a peu de chances d'améliorer ses compétences et d'aller plus loin. Et c'est exactement ce que tu dis. Je suis d'accord parce que moi, personnellement, je suis dans un domaine où je fais de la vente de formation, donc un peu de manière digitale. Et c'est pas, on n'a pas des promesses de tu deviendras riche du jour au lendemain ou tu vas avoir un nouveau métier. Par contre, c'est vrai que à travers des programmes de plusieurs semaines, etc., on peut développer des compétences. Ça, c'est une certitude. Mais par contre, bien évidemment, ces compétences ne pourront pas être comparables à quelqu'un qui a 10 ans d'expérience. Donc, ces compétences, il faut juste les mettre en application pour justement acquérir cette expérience. En Donc, c'est fait, ça. il y a vraiment deux méthodes. Et donc, je vais vous donner une anecdote et qui va vous permettre de comprendre exactement ce que je veux dire.
on a des stagiaires qui sont arrivés à l'agence au début. Et on a un process du coup d'accueil du stagiaire où on les forme sur certaines choses. Et il est arrivé, donc du coup, on devait les former sur la création de site internet avec un plugin qui s'appelle Elementor. On leur a fait regarder une vidéo de formation qui dure 9 heures sur comment on fait du Elementor. Ils l'ont regardé et ensuite je les ai mis sur un projet WordPress avec du Elementor pour construire une landing page. Ils étaient, désolé, je ne vais pas utiliser de gros mots, c'était pas ouf en fait ce qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils avaient regardé pendant 9 heures une formation, mais qu'ils n'avaient rien expérimenté, rien à appliquer. Du coup, 3 semaines après, on est passé à autre chose. On a oublié les mentors et les sites internet parce que ça allait pas trop. Et un mois après, j'aurais dit, ben voilà, il y a ce site internet avec Elementor à faire. Vous y allez, vous le faites. Et puis, ils galéraient. Pendant une semaine, ils galéraient. Ils n'arrêtaient pas de me poser des questions. Ils m'ont saoulé. Je leur ai dit, en fait, la compétence qui te manque, elle s'appelle Google, en fait. Sois curieux et va chercher par toi-même. Et donc, du coup, ils ont galéré. Ils se sont pris des murs. Ils m'ont détesté. Et maintenant, ils savent faire du Elementor et puis ils le font très bien. Donc, tu vois la différence entre se former et se prendre des murs et essayer par soi-même? Bien sûr. Mais ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Parce que certainement qu'ils ont déjà peut-être appris beaucoup de choses sur les 9 heures de formation. Et puis après aussi, j'aime bien expliquer aussi la nuance dans tout ce qui est formation, quelle qu'elle soit. On aura beau dire ce qu'on veut, mais quand on met l'argent dedans, on est plus motivé. Ah ben Et oui. donc du coup, ça, je trouve que ça joue aussi beaucoup dans le principe de faire des formations payantes. Et c'est ça aussi que je trouve pas mal parce que c'est un peu comme un engagement. Ça veut pas dire qu'on apprendra plus que ce qui est gratuit. On peut tout apprendre gratuitement. Tout. C'est tout ce qu'on veut. Dans le monde entier, on va sur YouTube, on apprend tout ce qu'on veut gratos. Moi, toutes les formations que je fais, vous pouvez trouver le même contenu gratuitement. Tout est gratuit. Par contre, la seule différence, c'est que d'une, tu payes pas. Donc, du coup, tu te dis, Inch'Allah, on mettra le temps qu'on mettra. Entre guillemets, on le fera jamais. Et la deuxième chose, c'est que le fait que ce soit payant, t'es vachement investi dans ce que tu fais. Et donc, du coup, tu gagnes beaucoup de temps. Parce que là, si tu leur disais, tu regardes la vidéo de 9 heures de formation, par contre, cette vidéo, tu la payes 1000 euros. Et à la fin de ça, tu pourras vendre autant de sites Elementor que tu veux à 400 euros le site. Et ben, peut-être que là, il aurait écouté différemment cette truc-là. Ils auraient mis en application différemment, etc. Et ton anecdote, elle me fait penser à une anecdote qu'on a entre nous qui me fait beaucoup rire. Et c'est pour ça que je rigole bêtement depuis tout à l'heure. C'est parce que quand tu parlais d'expérience, c'est hyper intéressant parce que c'est ça la réalité, c'est l'expérience. Mais avant l'expérience, il faut quand même le déclic et un peu la mise en bouche. Et je me souviens que quand nous on s'est rencontrés, pour remettre le contexte, on lançait une application mobile en mode un petit peu start-up, covoiturage rencontre. Donc c'était une application qui s'appelait Car Dating à l'époque. Et donc c'était très bien. Et c'est là où un petit peu j'ai découvert le web ou en tout cas les possibilités. Et en fait, à l'époque, je savais pas développer un site sur WordPress et ni un site internet de base. Et en fait, c'est Loïc qui lui m'a clairement initié à ça. Et au début, c'était juste une vaste blague. Et j'ai mis des mois, des années. Et j'ai essayé de faire un site et 2 sites et une page et le formulaire et machin. Et le truc, j'ai mis 10 ans à faire ça. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui je sais faire un site? C'est juste l'expérience d'avoir essayé, d'avoir posé des questions là et des questions à Loïc. Et ça, comment je fais? Et ça, j'y arrive pas. Et je fais le truc. Il y a un bug. Je fais l'autre truc. Il y a un virus. Je fais l'autre truc. Le truc, il crache. Et en fait, au final, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on y arrive. Et le but du jeu, c'est de pas arrêter, de persévérer et surtout de mettre en application, comme tu le disais très, très bien. Et donc ça, c'est vrai que c'est un super bon conseil. Et donc, bon ben super. Donc, on développe une expertise. Donc pour toi, SEO, copywriting, qui sont celles qui peuvent être très intéressantes sur le marché. Contenu, généralement, il y a 2 choses. Il y a le contenu et le développement, vraiment le code, mais back-end. Et donc, développement back-end, pour ceux qui connaissent pas, c'est le développement, donc vraiment le développement informatique, quoi, le code, quoi, le code.
Ah oui, ça c'est sûr, mais là, on s'adresse plutôt, je pense, à des gens qui n'ont pas spécialement d'expertise spécifique dans le domaine du web et qui ont envie de développer un petit peu leurs activités sur le web. Et en l'occurrence, l'avantage avec les deux que tu as cités, c'est qu'ils peuvent vendre facilement ces services et trouver des clients, par exemple sur des sites comme 5euros.com, Oui. Malt, M-A-L-T, Fiverr, je crois que c'est le même d'ailleurs, et etc. Mais c'est d'ailleurs ma prochaine question. Pour toi, aujourd'hui, parce que toi, tu es quand même assez développé, tu as quand même une agence digitale à toi, etc. Donc, vous avez quand même déjà pas mal de clients. Vous arrivez à trouver des clients qui font quand même des beaux chiffres d'affaires, sans citer de nombre. Et pour toi, aujourd'hui, que ce soit quelqu'un qui se lance sur Internet ou quelqu'un qui est un petit peu plus évolué, mais qui a envie de développer un petit peu son portefeuille, qu'est-ce que ce serait pour toi la meilleure solution pour trouver des nouveaux clients? Mais du coup, je vais t'en parler parce que justement, on vient de sortir un guide qui sont les 5 pratiques indispensables en entreprise en 2020 pour trouver des nouveaux clients. Donc, du coup, Juste, je me permets de te couper, Loïc. Est-ce que tu pourras, s'il te plaît, pour tous les gens qui regardent, nous mettre le lien pour accéder à ce guide dans les ouais, commentaires à la fin du live? Donc ok, restez bien avec nous jusqu'à la fin du live, comme ça vous recevrez le guide. ouais. Donc vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Du coup, numéro un, je dirais que c'est avoir une belle fiche Google My Business. Vous savez, en gros, dans le moteur de recherche et avec Google, en fait, vous pouvez avoir une fiche, une fiche d'entreprise, en gros, de la carte d'identité de votre entreprise et que vous allez pouvoir mettre euh, sur Google. Et donc, quand on va vous rechercher ou quand on va rechercher un des mots-clés qui est lié à votre activité, on va voir votre entreprise. Et puis, ce qui est bien, c'est que ça s'affiche sur Google Maps, ça s'affiche sur Google, et donc, du coup, vous avez des petits avis sur votre entreprise ou sur votre activité. Et ça apporte pas mal de clients. Par exemple, moi, à mes tout débuts, quand j'étais dans le Lot, où c'est de la campagne, personne ne te connaît, mais j'étais placé sur création de site internet dans le Lot, et j'avais ma petite fiche d'identité avec ma photo, avec des avis, et donc du coup les clients me trouvaient principalement comme ça. Donc ça c'est vraiment important. Ensuite, je vais dire avoir un site internet tout simplement, même si ça présente qu'une page, on va dire basique avec ce qu'on fait. C'est juste la base, je pense. C'est important d'en avoir un, même si même si on n'écrit pas beaucoup de contenu dedans, mais au moins on peut vous trouver. Et surtout, la chose qui est importante pour le site internet, c'est que ce soit accessible sur un smartphone, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, on peut dire que la moitié des gens qui vont aller sur votre site internet vont y aller sur un smartphone. Et puis aussi, ça vous permet d'être plus visible sur Google. Ensuite, ça va être quelque chose de d'important en fait quand on a une activité, qu'on soit vieux, jeune et tout ça. Enfin, tout le monde nous dit il faut que tu sois sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est pas spécialement important d'être présent sur tous les réseaux sociaux, mais aujourd'hui c'est vrai que quelque chose comme Facebook, Instagram, c'est assez important. Selon le type d'entreprise, en fait, il y a certains types de réseaux sociaux qui sont adaptés. LinkedIn aussi, si on est plus vers du B2B. Mais l'importance dans tout ça, en fait, vous allez me dire, ouais, mais ok, mais tout le monde a déjà une page Facebook, une page Instagram ou une page de réseau social. Ouais, mais la plupart de vos pages, elles sont pas optimisées en fait. Elles sont pas optimisées pour avoir des appels à l'action. Elles sont pas optimisées en termes de description. Vous postez rien dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant en fait. Si vous êtes sur un réseau social, publiez. Et une autre chose aussi, c'est l'aspect prise de rendez-vous. Ça s'adapte plutôt au business de type restaurant, coach, par exemple, les consultants et certaines professions libérales ou les indépendants. En fait, avoir un système de prise de rendez-vous, avoir un système de réservation, c'est quand même assez utile. Et je crois que c'est tout. Là, comme ça, j'ai rien d'autre parce que tu as d'autres idées, Marco.
Bah, écoute, moi justement, ce que je voulais te demander et continuer un petit peu ma question, c'est que tous les éléments que tu as cités, c'est génial. Si je ne me trompe pas, le premier, c'est un Google My Business. Deuxième, d'avoir un site internet. Troisième, d'être présent sur les réseaux sociaux. Et quatrième, avoir une page de réservation. Page de réservation, prise de rendez-vous téléphonique. Vous pouvez utiliser le site qui s'appelle Calendly. Calendly.com. Donc, c'est gratuit, hein, ça s'adapte facilement à votre agenda Google. Et donc, ça, c'est très pratique. Mais dans toutes ces solutions, ça, c'est pas mal pour être visible et favoriser l'appel à l'action, c'est-à-dire la prise de rendez-vous ou le contact. Mais comment faire pour que les gens, pour trouver plus de clients dans le sens où comment je peux démarcher plus de clients? Parce que le truc, c'est que dans ces techniques-là, qui sont bonnes, parce que c'est vraiment des bons éléments et des choses importantes à avoir, mais je me mets dans une situation où j'attends le client. Or, ce que moi je me demande et qui pourrait être intéressant, c'est d'expliquer aux gens comment on peut faire pour trouver des clients, sur de quelle façon les démarcher, etc., etc. En fait, pour te répondre, je vais te dire deux choses. Ça va être travailler le fond plus que la forme et, et aussi apporter de la valeur. C'est ce que Pauline, mon associée, me dit tout le temps, tous les jours, je l'entends, apporte de la valeur. Et par exemple, elle, sa manière de prospecter, c'est qu'elle passe 30 minutes par jour, tous les matins sur Facebook, où elle va répondre, elle est dans des groupes de gens qui ont des difficultés avec des trucs d'Internet, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, et qui posent des questions, et elle est dans des groupes, et elle, ce qu'elle fait, c'est pas coucou, j'ai une agence digitale et je vends tel et tel service. Non, c'est répondre vraiment aux problèmes des gens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière en mode t'achètes ou t'achètes pas. C'est apporter de la valeur aux gens, c'est-à-dire que ouais, on peut t'aider. Et si on peut t'aider, si on a les connaissances, on le fait. Et après, derrière, les gens, mais ça crée une relation. Et c'est surtout aussi sur ce mot-là que je veux revenir. Ce qui est important, c'est créer une relation avec les gens. Et c'est aussi une manière de prospecter. C'est essayer de les aider là où vous pouvez les aider. Après, des fois, il y a des choses qui coûtent de l'argent. Et si vous voulez plus d'aide, là, du coup, il faut venir chez moi ou prendre ce service de mon entreprise, etc. Mais c'est vraiment important de l'apport de valeur. Et pour revenir sur ce que je disais par rapport au fond, c'est-à-dire que je faisais 10 fois moins de chiffre d'affaires en tant que freelance tout seul, auto-entrepreneur, qui essayait de grappiller des clients sur des réseaux comme Malte, sur les réseaux Ce dont on parlait tout à l'heure. freelancer.com. Et je faisais 10 fois moins de chiffre d'affaires parce que j'étais en mode freelance et que je parlais, les gens arrivaient déjà avec un besoin et ils me demandaient est-ce que tu peux faire ça précisément. Alors que maintenant, en tant qu'agence, on a des process, on a des documents de fond. Par exemple, avant, avec un client d'un site internet, on aurait parlé mais voilà, on lui fait un devis et puis ensuite il signe le devis. Là maintenant, on rentre dans des processus, dans des choses où on appelle ça de l'avant-vente. On va enrober un peu plus les choses en disant vraiment comment on fonctionne, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on va vous apporter. Ça va être une relation sur le long terme, c'est un partenariat digital, c'est un accompagnement. Au-delà de faire un site internet, on vous propose une expérience. Et je pense que c'est ce que toute entreprise devrait avoir à cœur, c'est de proposer une expérience aux gens. On ne vend pas juste une prestation de site web ou de tel truc, on vend le autour. Les gens, ils sont contents de travailler avec nous parce que ils ont le sentiment qu'on prend soin d'eux et qu'on leur amène plus que ce qu'ils pourraient attendre. Excellent. Enfin, en tout Et cas, je pense que c'est la meilleure manière d'avoir d'autres clients. Et aussi, on en a déjà parlé, et du coup, je vais revenir un petit peu dessus. C'est prendre son téléphone et appeler, en fait, arrêter de faire des, des workarounds, enfin, de chercher des trucs autour, de trouver des moyens de growth hacking pour avoir plus d'emails dans sa liste, pour trouver des clients avec de la publicité. Facebook payante ou des trucs comme ça. En fait, c'est juste trouver et savoir qui sont vos cibles et à qui vous vendez des trucs et puis les contacter.
Voilà, la prospection classique, quoi. Ouais, la prospection basique est ce que beaucoup de personnes fait. Et d'ailleurs, tu m'as bien aidé à comprendre ces choses-là parce que justement, moi, je n'étais pas quelqu'un de super fort dans la prospection classique. Et oui, parce que c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je remarque vachement avec les gens avec qui je discute, etc., les gens dans mon réseau et tout. En fait, comme tu l'as très bien dit, c'est que on passe plus de temps à essayer d'agrandir sa liste et d'essayer de faire des clients en ligne que de chercher des nouveaux clients, en fait. Donc, en fait, on attend qu'ils viennent. Alors, il y a plein de démarches possibles. Et c'est au contraire, il faut les exploiter. Le marketing en ligne, tout ce dont tu parlais, gros hacking, publicité en ligne, tunnel de vente, tout ça, c'est génial. Il faut le faire. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si tu n'as pas ça et que tu veux développer ton affaire sur Internet, tu n'as quasiment aucune chance de percer, entre guillemets. Mais je pense que l'aspect classique qu'on a totalement oublié quand on se lance dans le web, c'est-à-dire appeler son client, et ben, comme tu viens d'expliquer, et ben, je pense que c'est une perte de chiffre d'affaires qui est monstrueuse. Ouais. Parce que il y a la prospection, mais il y a aussi la relance. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui laissent de l'argent sur la table. Ils ont un client, le client il a dit je réfléchis, le client il a dit je reviendrai vers vous, etc. Et en fait au final, eh ben qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils laissent passer le temps, eux oublient de rappeler, ou les clients, ben, eux ils sont passés clairement à autre chose, etc. Alors que il y a quand même des stratégies assez simples du genre un exemple très simple que j'ai eu tout à l'heure. J'étais avec un prospect au téléphone et il me dit bah oui mais le problème c'est le tarif, etc. Donc bah, je l'entends très bien, pourquoi pas, ça peut être compliqué pour certaines personnes. Et je lui ai dit bah ok, le tarif c'est un problème. Alors il y en a qui me disent bah est-ce que c'est possible d'échelonner sur plusieurs mois? Oui, c'est possible d'échelonner sur plusieurs mois, mais à telle et telle condition. Et la deuxième chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que avant de raccrocher, je prévois un autre appel. Et ça paraît que dalle, parce que là, je vous le dis comme ça, et vous me dites, ouais, la base, quoi. Eh ben, réfléchissez quand vous avez eu des gens au téléphone et qui vous ont dit, faut que je réfléchisse, je vais voir, je vous recontacte, etc. Combien de fois vous avez dit ça à votre prospect? Eh ben, à mon avis, c'est assez rare. Et ça changera totalement la donne dans la relation que vous avez avec votre prospect, parce qu'il verra que vous êtes vraiment derrière lui, donc vous faites vraiment un accompagnement. Et de deux, ça vous permet de convertir ce prospect en client après le deuxième appel, troisième appel. Pour vous donner un exemple, j'ai eu une personne au téléphone vendredi. Vendredi, il avait des questionnements. Je lui ai donné un rendez-vous ce matin. Ce matin, on est mardi matin. On est allé beaucoup plus loin dans le process et dans la réflexion. Ce matin, il m'a dit, OK, bon là, je vais réfléchir à l'offre, etc. Et j'ai pas fini en disant, OK, ça marche, on se tient au jus. Non, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, eh ben, ça marche, pas de problème. Ce que je te propose, c'est que vendredi, est-ce que tu es disponible vendredi? Oui, je suis disponible vendredi. À quelle heure? À 18h. Eh ben, je dis, je t'appelle vendredi 18h. Ça te laisse 3 jours pour prendre ta décision. Tu reviens vers moi et tu me dis, voilà, Marc, mon prix, c'est ça. Est-ce que tu peux suivre ou pas? Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, bah, super, un peu en rigolant, en mode, j'adore un petit peu l'ambiance, euh, la technique, etc. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce sera le troisième appel pour, entre guillemets, convertir cette personne en client, mais surtout l'aider à passer à l'action. Parce qu'en fait, il y a une grosse erreur, à mon sens, quand on fait de la prospection, c'est qu'on a l'impression qu'on va prendre l'argent au client et qu'en fait, on va un peu lui mettre à l'envers. C'est un peu le phénomène de l'imposteur. Et en fait, c'est une grosse erreur parce qu'il y a plein de gens qui sont prêts à vouloir payer. Il y en a plein qui veulent payer pour vos services. Mais le problème, c'est que nous, on a trop peur de les mettre en avant et d'aider la personne à passer à l'acte. Quand vous aidez la personne à passer à l'action et à payer votre service, vous lui rendez service. Parce que cette personne, s'il faut, ça fait 3 mois qu'elle aimerait bien avoir ce service, que ce soit avec vous ou à quelqu'un d'autre, mais elle a jamais osé passer le pas. Elle a jamais osé dire, OK, je veux travailler et utiliser ce service et payer ce service. Donc, c'est vraiment une aide de prise à la décision. Et là, on va lire le commentaire de Pauline qui dit, super astuce, il n'y a plus qu'à écrire un process relance client et de nombreux chefs d'entreprise occupés appréciaient que leur agence de marketing prenne la main sur le planning et les poursuivent un peu pour leur prendre la main. Exactement. Voilà, ça c'est Pauline, c'est là, pour vous remettre dans le contexte, c'est une personne qui vient de laisser un commentaire, si vous regardez sur cette vidéo sur YouTube prochainement, c'est l'associé de Loïc
sur l'agence. Et pour compléter justement sur ce que tu disais et ce que disait Pauline aussi en commentaire, on le voit en fait avec la majorité de nos clients et on leur dit à chaque fois, en fait, chacun son métier. Genre, moi, je suis pas boulanger, moi, je suis pas expert de salon de beauté, je suis pas expert de la natation, et pourtant, on travaille ensemble. Et vous, vous n'êtes pas expert dans le digital et tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Chacun son métier. Nous, on est là en fait pour vous aider à être plus présent, à faire plus de ventes avec des choses sur lesquelles vous savez pas faire. En fait, on n'est pas bon partout. Et il faut aussi accompagner les entreprises ou les gens d'ailleurs dans les choses avec lesquelles ils ont besoin, des vrais besoins en fait. Et voilà. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Loïc. Et une petite dernière question. Ouais. Alors, quand je dis business en ligne, je vais pas parler du business en ligne qu'on peut voir ou comment on fait 10 000 euros en 2 jours ou comment on gagne 3 euros par jour en faisant Google Ads ou comment on devient indépendant financièrement grâce à un blog. Je parle pas de ce genre de business en ligne. Je parle d'un business qu'on développe grâce à Internet. Je parle d'un business, n'importe quel, physique, une agence immobilière, peu importe, toute entreprise qui souhaite développer son affaire en utilisant les leviers d'Internet. On va dire ça comme ça. Ok. Pour toi, comment tu vois l'évolution du business en ligne, du business sur Internet, sur les 5 prochaines années? À savoir que il y a de plus en plus de contenu, on est noyé sous le contenu, on est noyé sous les publicités, que tout ça, ça a un petit peu évolué déjà sur les dernières années et ça évolue aussi sur les prochaines. Et j'aurais bien aimé avoir ton avis à ce niveau-là. Alors, c'est pas facile comme question et c'est surtout que des tendances vont se dégager et en ce moment, c'est le bazar un peu partout. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se remettre en cause, se remettre en question. Mais je pense que ça passe un petit peu par l'hyper personnalisation et l'uniformisation, c'est-à-dire que d'un autre côté, avoir des réseaux optimisés, avoir du storytelling, raconter une histoire, c'est-à-dire c'est pas juste voilà, je vends des souris et en fait, il faut vraiment raconter une histoire derrière et avoir un message personnalisé pour ses prospects, ses clients. Après, je pense que il y a de l'avenir, mais que ça va beaucoup changer. En fait, je pense que dans les prochaines années, Internet va beaucoup changer. Internet, pour moi, c'est déjà vieux. Il y a déjà des nouvelles choses qui sont en train de se faire. Mais ça va changer dans les 3, 5 prochaines années. Et je pense vraiment qu'on va assister à des révolutions qui vont changer la manière dont on va voir la communication et la présence en ligne des business, en fait. Je pense que là, on arrive à un stade un petit peu où on est en train de tous plus ou moins approfondir. Toutes les entreprises font plus ou moins les mêmes choses, c'est-à-dire être présent sur les réseaux sociaux, avoir un site internet. Mais je trouve qu'il manque un nouveau truc qui n'est pas encore sorti encore et qui va arriver en fait. Genre une nouvelle tendance qui va se dégager de tout ça. Parce que là, c'est vrai qu'on arrive un petit peu au bout d'un système et on les reçoit tous, les pubs sponsorisés, on reçoit tous des SMS pour faire du shopping. On reçoit tous un peu les mêmes genres de messages, les emails intempestifs. Et ça marche, mais sur le long terme, je pense qu'il va y avoir quelque chose de nouveau qui va émerger. Et la difficulté, c'est surtout d'arriver à essayer d'imaginer et d'identifier ce que c'est ce truc nouveau et de se positionner en tant un petit peu de précurseur pour un petit peu être en avance sur tout le monde. C'est ça, et c'est surtout, je le dis souvent, non, je retrouve plus le truc que je voulais dire. Bref, mais en gros, ouais, le plus compliqué, c'est d'être simple, mais c'est surtout de tenir sur le long terme, en fait. Et on arrive dans un modèle du digital, un modèle de vie en ligne qui fait que c'est du consommable. En gros, on va poster un truc, dans un jour, ça sert plus à rien. Et la difficulté, elle est là, en fait. C'est d'arriver à créer des business en ligne, à créer une présence en ligne, mais sur le long terme.
dans un monde où les gens, ils regardent 3 minutes d'une série et ça leur plaît pas, ils changent. Ils regardent 3 minutes d'une vidéo, ça leur plaît pas, ils passent à autre chose. Bien Ils sûr. regardent le chaton et au revoir. On les a plus. En gros, attirer l'attention, c'est vraiment compliqué et on arrive dans un truc où c'est que du short terme. C'est que du court terme, du TikTok. Genre, on fait une vidéo où on pète et tout le monde la regarde pendant 2 heures et le lendemain, on n'entend plus parler. Après, je suis d'accord, mais par exemple, il y a des réseaux sociaux comme YouTube, par exemple, où on est quand même encore dans la recherche. Il y a une barre de recherche et on cherche une information. Ce qu'on ne trouve pas sur YouTube. Donc, euh, YouTube, par exemple, c'est voilà, je fais une recherche, je trouve une information, une vidéo. Facebook, c'est je reçois de l'information alors que j'ai rien demandé. Donc, c'est vraiment déjà deux approches qui n'ont rien à voir. Pour répondre à ta question, Rosario, bonjour à tous. Quel est ou sera le nouveau réseau social autre que Facebook et YouTube? Le truc, c'est qu'il y en a déjà plein. Il y a LinkedIn, il y a TikTok, il y a Discord, il y a GitHub, il y en a 50 des réseaux sociaux. Mais la question, c'est de se dire où est-ce qu'il est mon client. Quand on veut développer son business en ligne, c'est où est-ce qu'il est mon client. Le reste, on n'en a rien à foutre. Si mon client il est sur TikTok et il fait de la danse, eh ben c'est là où il faut que j'aille. Si mon client il est c'est un client qui est professionnel, etc. Eh ben il est sur LinkedIn, je vais sur LinkedIn. Donc le truc c'est que il y a la possibilité donc de faire des publicités. Donc ça, c'est une certitude, c'est un des moyens les plus rapides pour créer de l'argent rapide dans son entreprise. Ça, c'est sûr, si son offre elle est adaptée à son audience. Mais après, si on ne veut pas faire de la publicité, on peut faire la stratégie de contenu dont il parlait Loïc tout à l'heure pour répondre aussi à ta question, Rosario. C'est la stratégie sur le long terme où on va créer du contenu qui va intéresser notre client cible, parce que c'est aussi ça la base, c'est se focaliser sur son client cible. Parce que si on fait du contenu pour monsieur tout le monde dont notre offre ne répond pas à sa problématique, en fait, on perd du temps. En fait, on crée du contenu pour des gens qui sont pas entre guillemets orientés vers notre solution. Donc, la création de contenu sur le long terme, blogging, ça c'est toujours la même chose. Oui, toujours suivre son avatar, ça c'est la base de la base. Donc, mais le blogging, c'est pareil. Le problème du blogging, et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de publicité, c'est qu'on est tellement noyé dans l'information. C'est que le problème du blogging, c'est qu'on risque d'être noyé, sauf si on est ultra niché. Ultra niché dans un endroit où il y a de la demande. Parce que s'il y a une niche qui est très spécifique, eh ben, là, on a l'avantage de pouvoir se positionner dans un créneau qui n'est pas encore très exploité. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que toute la démarche de recherche de son client, recherche de son positionnement, recherche de son offre, tout ça, c'est un petit peu la base de la base avant de faire quoi que ce soit d'autre. Et Avant de... du coup, ça permet d'éviter du travail inutile. C'est-à-dire, si on veut communiquer avec des professionnels et des entreprises, on ne va pas créer un groupe Facebook, par exemple. On va plutôt essayer d'aller communiquer sur LinkedIn ou sur des réseaux un peu plus professionnels. Et tout ça, c'est une réflexion qui se pose avec l'avatar et qui se pose à toute entreprise qui ont une stratégie. Exactement. Et après, pour revenir un petit peu sur l'histoire de la publicité, parce que ça, je sais que il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est bien, d'autres, c'est pas bien. Comme tu disais tout à l'heure, oui, c'est bien pour le court terme, mais pour le long terme, c'est pas bien. C'est vrai, mais si vous voulez faire une accélération dans votre entreprise et dans votre business, à mon sens, il faut investir de l'argent. Il faut investir de l'argent dans de la publicité pour avoir un retour rapide. Parce que l'intérêt de l'investissement dans une publicité, c'est bien le terme investissement. C'est-à-dire, je mets 500 euros de pub et je vais décrocher un contrat qui m'en fait gagner 2000. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je viens de me dégager en 2 secondes et en fait, un peu de manière automatique, j'ai juste mis de l'argent sur la table. J'ai dégagé 1500 euros. Mais 1500 euros, pour revenir sur ce que tu disais, Loïc, ça me fait pas vivre. C'est pas ce qui va me faire vivre ou ce qui va me faire gagner de l'argent sur le long terme. Non. Par contre, avec ces 1500 euros, eh ben, je peux réinvestir 500 euros dans la publicité, déléguer 500 euros et vivre avec les 500 euros. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je mets en marche une machine et pendant tout ce temps, en parallèle, je fais la longue traîne, ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que je crée un business sur le long terme avec du contenu, j'améliore ma visibilité sur les réseaux sociaux, j'améliore. Mais grâce à ce cash-là, je peux payer des gens pour le faire
je peux aller un petit peu plus vite sur la création de contenu, etc., etc. Et donc, C'est c'est ça. là, et c'est vraiment sur ça où moi, personnellement, je voulais conclure, c'est que la publicité, c'est génial pour avoir un boost, un accélérateur. Et du coup, il y a deux choses en fait. C'est bien pour avoir un boost sur un projet ou sur un produit ou service en particulier, mais c'est aussi bien pour quelque chose d'autre. C'est pour tester un marché. C'est-à-dire Exactement. qu'il y a des outils, les publicités Facebook par exemple, permettent de mettre un petit budget sur une cible en particulier, une audience, et de voir en fonction de vos potentiels clients, d'essayer de les cibler avec cet avatar justement dont parlait Rosario, euh, de faire une pub et puis de voir est-ce que ça clique beaucoup, en gros, c'est un moyen qui permet de cibler directement les gens qu'on pourrait pas cibler sans les contacter. Exactement. Mais par contre, aussi, encore aussi, une petite chose intéressante, c'est que, enfin, intéressante, ça c'est moi qui le dis, euh, quand on fait de la publicité, c'est pareil. Si on va au front et qu'on sait pas le faire, qu'on n'a jamais utilisé le système, qu'on n'a jamais fait de publicité, qu'on n'a jamais fait de copywriting, qu'on n'a aucune idée comment on fait une page de vente et qu'est-ce qu'il faut écrire dessus, à part mettre l'argent dans la poubelle, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc ça, c'est aussi une chose intéressante, c'est que si vous avez beaucoup de budget, c'est une chose, mais il y a des gens qui sont là pour faire ça. C'est comme on disait, chacun son métier. Si vous devez payer quelqu'un 500 euros ou 1000 euros, vous lui donnez 1000 euros de budget, d'accord? Donc lui, son métier, c'est 1000 euros, vous le payez pour sa prestation. Vous lui donnez 1000 euros de budget en plus. Donc vous le payez 2000 balles. Il vous met 1000 euros donc de publicité. Mais lui, c'est son métier, donc il sait le faire à la perfection, il sait exactement cibler qu'est-ce que vous voulez faire, etc. et les clients que vous voulez atteindre. Et là, ça vous transforme à 5000 euros de chiffre d'affaires. Ben, vous avez gagné 3000 euros. Et vous n'avez pas appris à faire la publicité. Et de deux, vous avez payé pour faire quelqu'un pour faire son travail. Chacun son job. D'accord? Alors, ce qui est vachement bien, c'est de pouvoir apprendre à faire la compétence. C'est ce qui vous coûtera le moins cher de le faire vous-même. Mais si vous voulez aller encore plus vite et accélérer le process, payez les gens pour faire les choses. Déléguez le travail aux gens et chacun son expertise et chacun avance avec son domaine d'expertise et ça vous permet à vous de vous focaliser sur ce que vous savez faire vraiment. Qu'est-ce que tu en Et je, penses de ça? mais je pense que c'est une compétence en fait qui s'acquiert et ça s'appelle l'intelligence entrepreneuriale. C'est-à-dire que non, un entrepreneur c'est pas un Batman ou un Superman, c'est pas un gars qui sait tout faire, c'est un gars qui est suffisamment intelligent pour savoir les forces et les faiblesses et surtout avoir confiance en son produit et de dire moi je suis nul pour tout ce qui est commerce, vente, mais vu que je suis entrepreneur, l'intelligence, elle est de trouver quelqu'un qui est meilleur que moi dans ces domaines-là pour m'aider à continuer à faire ce sur quoi je suis le meilleur, c'est-à-dire Exactement. du partage de contenu ou de la vente de sites internet, en l'occurrence avec l'agence digitale. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par exemple, et par exemple, il va y avoir des gens, des entrepreneurs qui vont avoir tendance à vouloir se mettre en avant et être des leaders et qu'on voit leur face partout. Et donc, leur argument principal, c'est pas forcément le fond ou ce qu'ils savent faire, c'est vraiment comment ils le vendent. Et il y en a d'autres, justement, qui n'ont pas forcément toutes les compétences, mais qui ont l'intelligence entrepreneuriale de dire, moi, je suis bon là, et je trouve des gens qui sont bons dans les domaines où je suis moins bon, et eux, ils m'aident à développer mon entreprise. Exactement. Loïc, je te dis, ça fait 59 minutes 20 secondes que nous sommes en ligne. La dernière fois que j'ai fait un live, à 1 heure pile poil, il s'est coupé. Ok. Donc, mot de la fin, tu as 10 secondes. Mot de la fin, smiley paillettes. Ben, Smile et Paillettes, allez faire un tour sur le site de Loïc, c'est son agence digitale, donc le site Flower Power, il est dans la description. Il va vous envoyer le lien pour télécharger le guide dont on a parlé tout à l'heure, donc il va le mettre en commentaire de cette vidéo. Si vous voulez retrouver cette vidéo, soit vous allez sur ma page
Marc Boulet Business Motivation, soit sur les consultants experts, ou sinon sur ma page YouTube. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. À bientôt. Apéro Rosario, il dit. C'est qui Rosario?